Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré au Marathon de Paris. Non, je plaisante, Olivier, c'est pas le Marathon de Paris, c'est un webinaire consacré au vélo taf et aux entreprises qui pourraient devenir pro vélo. Voilà, donc un grand merci à vous, très chers spectateurs. On est une trentaine de personnes pour l'instant, donc ça c'est top, ça va commencer à monter. Merci à Seb qui se trouve dans les coulisses et qui est là pour nous diriger ou pour éventuellement lancer les sondages au cas où. Merci aux invités. Donc on va tout d'abord commencer par faire une petite présentation rapide, un tour de table. On terminera par toi Olivier parce que c'est toi qui vas entamer la discussion. Ensuite, on demandera à Timothée de faire une présentation un petit peu, tu auras 10 minutes, suivi de Louis et suivi de Vianney. Allez, on y va pour un tour de table. On commence par Louis. Bonjour à tous, merci beaucoup Nicolas. Donc je m'appelle Louis Dutoit, je suis chargé de mission sur un programme C2E qui s'appelle Objectif Empower Pro Vélo. Donc je travaille pour la Fédération des usagers de la bicyclette. Si vous connaissez pas encore la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette fédère en fait plus de 450 associations pro vélo réparties sur tout le territoire français. Et dans ce cas-là, on propose des services à ces associations et on développe aussi des programmes et dont je vais vous en présenter un après. Voilà. À toi Timothée. Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Donc moi je suis Timothée Kellard, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Ecodev et qui accompagne les employeurs dans leur politique développement durable, si je fais très depuis plus de 10 ans. Super. Vianney. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Vianney, je travaille dans l'équipe développement durable des magasins Decathlon en France et je suis responsable de la mobilité douce. Donc ma mission, c'est de mettre de plus en plus de décathloniennes et décathloniens sur de la mobilité douce, notamment sur des vélos. Super. Donc moi, c'est Nicolas, je suis merchandiser pour la marque de vélo et je suis aussi un petit peu le monsieur loyal aujourd'hui. J'aime bien. Et Olivier m'a sollicité, donc merci Olivier. À toi Olivier. Merci Nico et bonjour à chacun. Donc Olivier, moi je suis responsable mobilité chez Decathlon Pro. Decathlon Pro, c'est la branche de Decathlon dédiée aux professionnels, aux écoles, aux employeurs, aux collectivités, etc. Et notre mission, c'est de contribuer à démocratiser une mobilité plus active, que ce soit à l'école, au boulot ou en vacances. En matière de mobilité, tout est lié. Tout est lié et moi je le vois tous les matins parce que je peux accompagner mon petit Victor à l'école à vélo que je peux ensuite poursuivre jusqu'au boulot à vélo et donc c'est pourquoi en cette rentrée j'avais souhaité organiser 2 webinaires, un sur l'apprentissage du vélo et le programme Savoir rouler à l'école, Savoir rouler à vélo, et on était près d'une centaine il y a 3 semaines de ça, et aujourd'hui on va parler du boulot. Voilà. Et donc, comment rendre mon entreprise, mon administration, mon employeur pro vélo. Voilà. Et je suis ravi que Timothée, Louis, Vianney et bien surtout Nico, vous ayez accepté d'être là pour de manière très concrète aider les uns et les autres dans cette démarche. Super. Alors, chers spectateurs, vous avez la possibilité dans le chat également de nous poser des questions. On essaiera de répondre à toutes ces questions. On va tout d'abord poser le jeu avec Timothée qui va déjà nous parler du cadre légal. Timothée, tu as 10 minutes. J'ai vu que tu avais ramené un support, c'est génial. Mais n'hésitez pas à poser les questions. On essaiera de répondre à toutes ces questions au fil de l'eau ou après. Allez, vas-y. Merci. Du coup, 10 minutes pour parler du sujet cadre et contexte légal. Je vais faire assez rapide sur la première partie, puis on pourra parler des échanges questions-réponses. Le cadre légal a beaucoup évolué ces derniers temps et donc du coup il y a un point quand même central qui existe maintenant depuis près de 2 ans, c'est le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Alors l'objectif de cette loi, ça a été de structurer au mieux les enjeux de la mobilité de manière assez large dans un contexte européen voire mondial. Donc on est vraiment sur une loi structurante à l'échelle du territoire et bien au-delà. Et j'ai remis les 5 grandes priorités de cette LOM, comme on l'appelle, donc qui est liée à des enjeux énergétiques ou écologiques, mais également des enjeux de sûreté en termes de déplacement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un cadre très structurant. On n'avait pas eu de loi
ambitieuse depuis plus de 20 ans sur ces sujets de mobilité et entre autres de mobilité durable. Quand on regarde entre les lignes, puisque cette loi est assez large et assez globale, on a des enjeux quand même à destination des employeurs. Puisque dans cette loi, vous avez des sujets liés au ferroviaire, par exemple, à l'aviation. Mais il y a aussi des enjeux directement imputables aux employeurs. Entre autres, j'en ai repris que 4. Le sujet de la décarbonation, donc avec quand même des horizons 2030-2040 avec à terme 0 véhicule thermique vendu. Et puis un certain nombre de points de passage, par exemple sur le verdissement, donc des pourcentages de véhicules électriques sur les flottes, ou des évolutions d'infrastructures, à la fois sur des parkings vélos, pour revenir au sujet central, mais aussi des points de recharge, par exemple. Et puis un dernier point qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, qui est lié aux nouvelles réglementations liées aux zones à faible émission, donc ce qu'on appelle les ZFE, dont l'objectif est de minimiser le passage des véhicules thermiques dans les centres-villes ou les agglomérations pour des sujets liés à la qualité de l'air, souvent, ou au bruit, donc à des désagréments liés à la mobilité en voiture. Et le sujet des 30 km/h qui a fait beaucoup polémiquer ces derniers temps est tout à fait dans ce cadre réglementaire. Et à titre de comparaison, vous avez plus de 230 villes en Europe qui font la même chose que ce que Paris, Grenoble ou d'autres ont fait aussi ou font, avec un accueil qui est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus, on va dire, agréable dans les autres pays. L'Espagne a validé les 30 km/h dans quasiment toutes les agglomérations d'Espagne et ça n'a jamais fait autant de polémiques que pour Paris, par exemple, ces derniers temps. Voilà, parenthèse. La LOM vous dit quoi en tant qu'employeur? Qu'il faut intégrer aussi ces sujets dans la négociation annuelle obligatoire. Donc en fait, tous les ans, les entreprises de plus de 50 salariés avec un délégué du personnel sont dans un cadre de confrontation quelque part ou d'échange et de co-construction entre les représentants du personnel et la direction. Et donc, ça, c'est une nouveauté assez importante puisque les RH et les représentants du personnel se doivent de traiter le sujet de la mobilité dans un thème de qualité de vie au travail avec des objectifs de réduction de coûts, d'empreinte carbone et d'organisation de travail ou d'incitation à des nouveaux usages dont le vélo est la pratique phare à date. Et si on n'arrive pas à trouver un accord, on est obligé de mettre en place ce qu'on appelle un plan de mobilité pour évaluer justement les enjeux associés à la promotion de ces modes de transport, l'accessibilité d'un site et du coup les enjeux aussi financiers, environnementaux associés à ces pratiques. Voilà rapidement pour le cadre de la LOM. Et puis on a aussi une dernière actualité qui me paraissait importante de mettre en avant, c'est que depuis fin août, vous avez la loi climat et résilience qui a été votée donc le 22 août avec des nouvelles prérogatives pour les représentants du personnel. Ce que ça veut dire, si je fais très simple, je ne vais pas rentrer dans les 4 points détaillés, mais c'est que vous avez aujourd'hui, quand vous êtes représentant du personnel CSE syndicat, la capacité d'aller challenger la politique environnementale de son employeur et avoir des leviers pour pouvoir et des moyens pour pouvoir faire bouger certaines lignes. Vous pouvez du coup demander à la direction d'avoir du financement pour faire des études sur ces sujets ou il y aura via les décrets dans les bases de données économiques et sociales un nouveau terme qui est la base de données économiques, sociales et environnementales justement pour comprendre comment les représentants du personnel peuvent juger ou pas de l'expertise et du bien fondé d'une politique environnementale à un employeur. C'est une petite révolution qui est encore peu ou mal connue et on ne sait pas vraiment comment elle va être intégrée. Elle est un peu édulcorée, cette loi, comparée aux attentions des citoyens au départ, mais ça, vous l'avez aussi vu. Mais voilà, c'est une base quand même assez importante parce que c'est ancré dans la loi, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines. Un exemple de sujet, il y aura le témoignage de Vianney, si je comprends bien aussi les débats, mais il y a un petit zoom sur le forfait mobilité durable qui est très d'actualité. C'est quoi? C'est un outil qui permet pour le secteur privé au public de financer cette écomobilité via un certain nombre on va dire de moyens. Alors il y a ceux qui vont donner de l'argent tous les mois, d'autres en fin d'année, d'autres qui vont utiliser des cartes de paiement, enfin peu importe, mais on est finalement dans un fonctionnement assez simple, c'est j'ai un déplacement plus vertueux, je peux être financé par mon employeur jusqu'à 600 €. Ça a aussi changé avec la loi climat, on a augmenté légèrement le plafond en cas de cumul avec les transports en commun. Donc c'est intéressant parce qu'on peut financer le vélo, mais aussi des modes, de la multimodalité. Donc ce qu'on appelle la multimodalité, c'est plusieurs modes, soit dans le même trajet, soit sur plusieurs trajets. Mais du coup, voilà, on va pouvoir commencer à financer la mobilité plus vertueuse à hauteur de 600 €, donc ce qui est assez modeste, mais en tout cas, voilà, maintenant c'est aussi un moyen qui est en termes de pouvoir d'achat intéressant parce que c'est net d'impôt pour le salarié et sans charge sociale pour l'employeur.
Les modes de transport, je les ai listés, ils sont avec des visuels. Et puis dès début 2022, vous avez aussi les trottinettes en propriété, par exemple, qui vont être pris en charge. Des opportunités, je pense que j'aurais tenu mes délais de 10 minutes sans problème. Des opportunités associées à ces actualités, vous en avez plusieurs. J'en ai cité là 3. Mais en gros, vous avez des programmes certificats d'économie d'énergie dont Louis va présenter, mais il y en a d'autres. Ça fait quand même des années qu'aujourd'hui, c'est régi par une loi qui s'appelle la loi POP, P-O-P-E, qui est méconnue du grand public, mais je vous encourage à regarder parce que c'est intéressant. C'est comment les pétroliers ou les grands énergéticiens sont obligés de financer une transition écologique. Donc, dans le principe, c'est assez vertueux. Et on a des programmes sur les stationnements vélos, sur les changements de comportement, donc les formations, les remises en selle, ou sur la logistique aussi, vélo cargo par exemple, ou dans les centres-villes sur les livraisons. Donc c'est Alvéole, vélo logistique, je vous encourage à regarder le détail de ces programmes. Et puis vous avez aussi au niveau national ou local des primes qui arrivent de plus en plus, donc en fonction de l'agglo, de la collectivité, de la mairie dans laquelle vous habitez, vous avez des montants, et j'ai pris un peu la moyenne, mais vous êtes sur des financements jusqu'à 500 euros et sur des plafonds. Donc voilà, bon, je rentre pas dans le détail parce que c'est vraiment en fonction du territoire que vous pouvez avoir des cumuls d'ailleurs, mais il y a aussi une évolution sur la prime de conversion. Vous savez, la prime de conversion pour les véhicules anciens, diesel par exemple, bah, ça a été élargi à vous pouvez changer votre ancien véhicule par un nouveau, donc électrique, thermique, peu importe, moins polluant, mais aussi des vélos. Et donc aujourd'hui, vous pouvez envoyer votre voiture à la casse et récupérer des primes pour vous acheter un super vélo en contrepartie. Donc ça, c'est aussi un point. Et puis pour finir, ça me permettra de faire une transition honorable à Louis. C'est que vous avez des démarches qu'on a portées il y a quelques mois d'ailleurs avec la FUB, l'ADEME, sur un label employeur Pro Vélo qui s'est transformé depuis peu par un programme objectif employeur Pro Vélo qui aide les employeurs à pouvoir structurer cette approche en termes de conseils, d'accompagnement. Mais je vais laisser maintenant la main à Louis pour détailler ce fonctionnement. Et puis, voilà. On a déjà pas mal de questions là, hein, donc on y répondra après, je pense. Ouais. Hein, ça roule. J'en avais une pour Timothée parce que tu as parlé de pas mal d'aides. J'avais aussi en tête un avantage fiscal pour les de 25%. Je ne sais pas si tu l'avais évoqué, mais qui n'était pas. Non, je l'ai pas. Ouais, quand effectivement on parle de vélo de fonction en particulier, les employeurs peuvent déduire jusqu'à 25% ou d'ailleurs un peu plus en fonction des calculs. Réduire les impôts effectivement en finançant et en investissant dans ce nouveau mode de transport. Mais bon, voilà, j'ai mis mes coordonnées. Il y a plein de choses aujourd'hui qui bougent, ça va très très vite. Il y a une super dynamique autour du vélo et du coup j'aurais dû mettre même ceci est le véhicule du présent plus que du futur. Je te laisse la main, Louis. Alors tu me garantis, Olivier, que tu envoies à chaque spectateur les docs qui sont présentés aujourd'hui, hein. Je vais dire demain. Je vais être beaucoup plus réaliste. Voilà. Ouais. Si Timothée, Louis, vous m'envoyez les docs, je partage tout ça à toutes les personnes inscrites demain. Il y aura aussi un replay que vous allez pouvoir, auquel vous aurez accès. Super. Allez, à toi, Louis. Alors, dites-moi, merci en tout cas, Timothée, pour la transition toute faite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, oui. C'est pas mal. Tu peux peut-être mettre sur tout lire. Attends, je ne sais pas si on... Parce que... moi, je vois, ça voit. Je pense que si moi, je vois, tout le monde voit. D'accord. Ok. Parce que... Donc, je tenais juste à préciser une petite chose avant pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, c'est pas le label employeur Pro Vélo n'est pas devenu, à véritablement parler, le programme objectif employeur Pro Vélo. Le programme, c'est plus un moyen, un outil qui vous permet, vous, employeur, d'atteindre la labellisation employeur Pro Vélo. Donc, je vais vous détailler. Donc, c'est vraiment un programme d'accompagnement vers ce label et je vais vous le détailler tout de suite. Donc, je vais déjà vous présenter les objectifs du programme, puis votre parcours employeur dans le cadre de ce programme, faire un zoom forcément sur peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les primes, détailler également un catalogue de services qui est proposé par le programme, et enfin, je vais vous présenter 2 exemples de bonnes pratiques qu'on a pu rencontrer dans le cadre de l'expérimentation du label employeur Pro Vélo avec Timothée notamment. Donc, alors, le programme. Ouais. Essaye de mettre en mode lecture parce que j'ai une ou deux personnes qui souhaiteraient. Alors, je suis en mode lecture, alors c'est pour ça, parce que j'ai une interface un peu bizarre. Est-ce que tu n'as pas à côté de la loupe, là, à côté de la loupe, l'écran qui est. Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est vrai que Ok. je connais pas Appuie trop. sur F5. Appuie sur F5. Ouais, en fait, ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Et peut-être en dessous, là, tu vois, Parce que t'as je connais pas votre outil. t'as Et paramètres d'affichage en bas. Tu as des paramètres d'affichage et tu as des. Voilà. parce que moi, j'ai noté Livestorm partage votre écran Alors, essaye voir F11. F11. Ah non, F11, ça marche pas non plus. Ou sinon, tu peux laisser comme ça. Je pense qu'on voit encore Ok. mieux comme ça. Hein. Ouais, Ouais. réduis ta barre en haut. Voilà, tac, je suis désolé. Voilà. Bon, Ouais, donc c'est je très bien comme ça. reprends. C'est très bien. Alors, le programme, donc c'est, comme je disais, un outil pour accompagner les employeurs, donc privés et publics. Hein, ça s'adresse à la fois au secteur privé, donc entreprises et associatifs, mais également aux collectivités publiques. On parle d'un accompagnement technique et financier vers la labellisation employeur Pro Vélo. En termes d'objectifs, donc on en a deux objectifs macro qui guident le programme. L'idée, c'est de labelliser d'ici fin 2023 4500 sites employeurs et de cofinancer 25 000 nouvelles places de stationnement vélo. Donc voilà, là c'était un petit rappel sur le label n'est pas le programme. Le programme vise bien à vous accompagner vers le label. En termes de calendrier, donc on est en train de terminer la phase de conception du programme. On a quasiment, on va dire, on a 80% actuellement des services disponibles dans le programme. Donc si vous inscrivez aujourd'hui, en fait, le seul élément que vous ne pourrez pas faire, c'est l'audit en vue d'être labellisé. Donc l'audit sera disponible à partir de février 2022. Donc on prévoit, genre si les audits commencent en février 2022, les premières labellisations devraient intervenir 2 à 3 mois plus tard. Donc on serait plutôt vers avril-mai 2022. Et le programme prend fin en 2023. Donc fin 2023, le 31 décembre. Donc je vais vous présenter rapidement le parcours bénéficiaire. Donc tout d'abord, pour le programme est assez complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Si vous avez besoin d'informations, vous avez un site qui vous permet de retrouver tout ce que je vais vous présenter, donc à l'adresse en dessous, donc l'employeurprovélo.fr. Et vous avez également une plateforme qui sera en fait l'outil qui vous permettra de réaliser les différents services proposés par le programme et également d'engager, de commander des prestations vélo dans le cadre de ce programme. Donc la première phase, c'est de vous inscrire au programme via le lien tagué en jaune, donc une application qui a été créée pour ça. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez réaliser un autodiagnostic. Donc, c'est un formulaire que vous allez remplir en ligne d'une trentaine de minutes et qui va vous permettre en fait d'identifier vos points forts et vos points faibles sur votre politique cyclable. Après, vous allez en fait rencontrer un expert en mobilité vélo qui va débriefer le résultat de l'autodiagnostic et qui, à partir de ce résultat, va vous orienter vers des actions prioritaires à mettre en place en vue d'être labellisé en fin de programme. Ensuite, donc là c'est un peu l'étape un peu contraignante, mais qui est finalement très courte. On va vous demander de signer une charte d'engagement. Donc à quoi vous allez vous engager? Vous allez vous engager tout simplement à vous mettre dans cette démarche pro vélo et également à avoir pris connaissance d'un certain nombre de documents, en particulier le mode de fonctionnement du programme. Ensuite, c'est peut-être on va dire le cœur du programme, c'est vous allez pouvoir bénéficier en fait de prestations de services et de produits et de services. Ces prestations vont être cofinancées par le programme d'un montant qui va de 40 à 60%. Et ces prestations sont réalisées par des prestataires qu'on a que la FUB a préalablement référencé à partir d'un cahier des charges. Donc je reviendrai un peu après en détail sur le contenu de ce catalogue. Donc une fois que vous avez réalisé ces prestations, a priori vous avez amélioré votre politique cyclable, donc vous êtes prêt pour réaliser un audit, donc un audit qui va être réalisé par
des cabinets d'audit experts, que également là on est en train de référencer, donc c'est pour ça que ce sera disponible qu'à partir de février 2022. Donc l'audit il dure à peu près une journée. L'idée c'est de venir vous rencontrer, d'échanger avec vous sur ce que vous mettez en place. L'auditeur aura également pour mission d'aller évaluer la qualité des infrastructures cyclables, donc équipements genre stationnement vélo que vous mettez en place. Donc a priori, si l'accompagnement a été bien fait tout au long du programme, vous devriez obtenir un label employeur Pro Vélo. Donc on a mis en place 3 niveaux de labellisation, un niveau bronze, un niveau argent et un niveau or, hein, qui dépend finalement de la maturité de votre politique cyclable. La labellisation, elle vaut pour 3 ans et vous pourrez la renouveler au terme de ces 3 ans, et vous pourrez notamment essayer d'atteindre le niveau supérieur si vous n'êtes pas déjà labellisé or. Donc je vais maintenant faire un zoom sur les primes. Alors la prime, en fait, elle intervient à la 4e étape, donc pour ce qui concerne les prestations du catalogue. Donc en fait, en fonction du nombre de salariés qui est présent sur votre site et de votre emplacement géographique. Donc, si vous êtes situé globalement en métropole ou ce qu'on appelle la ZNI, c'est les zones insulaires non interconnectées, c'est globalement toutes les îles en dehors de la métropole. Donc, la Corse, si vous êtes situé en Corse ou sur l'île d'Ouessant ou également, je sais pas, à Terre-Neuve ou en Martinique, vous faites partie d'une ZNI. Donc, vous avez votre prime sera majorée. Cette prime, en fait, vous allez l'utiliser pour financer ou plutôt cofinancer les prestations du catalogue que je vais vous présenter juste après. Donc, elle varie entre 4 000 et 8 000 euros en métropole et entre 5 000 euros et 10 000 euros en zone non interconnectée. Donc, les prestations du catalogue sont cofinancées, mais ce qui est également intéressant pour vous, c'est que la rencontre, la deuxième étape, la rencontre avec l'expert mobilité dans le cadre de la réunion de cadrage est prise en charge à 100%. L'audit également est pris en charge à 100% par le programme. Donc là, dans ce cas, pour ces 2 prestations, vous n'aurez rien à débourser. C'est nous, c'est le programme qui paye directement les intervenants. Par contre, dans le cadre des prestations du catalogue, en fait, vous allez devoir avancer la totalité des frais et vous serez remboursé donc de 40% à 60% du montant de la facture après, une fois que vous nous avez envoyé en fait la preuve de virement, mais également la preuve de réalisation de la prestation, avec notamment des photos pour tout ce qui est stationnement vélo ou pour les feuilles d'émargement pour les formations. Donc maintenant, si je m'arrête quelques instants sur le catalogue, donc en fait, on a 4 prestations de services. Premièrement, on a des prestations de stationnement vélo. Donc là, ça répond aussi à un objectif macro du programme. Le programme vise à réaliser 25 000 places de stationnement vélo. Donc on compte sur vous hein, pour demander des arceaux vélo. Donc là, on va pouvoir vous cofinancer des arceaux, des abris, des consignes et ce qu'on appelle services supplémentaires, c'est par exemple des bornes à outils ou des pompes, etc. Là, ces prestations sont prises en charge à 40% du montant total de la facture, mais avec un plafond par type de produit. Ensuite, on va également vous proposer ce qu'on a appelé des services éducatifs à la mobilité. Donc là, c'est plus tout ce qui est de la formation à l'usage du vélo au quotidien. Donc on en a 4 types de prestations. On va avoir des remises en selle individuelles. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui savent rouler mais qui ont un niveau assez faible et qui veulent progresser elles-mêmes et qui, sans forcément être sous le regard de collaborateurs qui peut être un peu, genre notamment pour des personnes qui débutent, ça peut être un peu compliqué. Après, vous avez une formation qu'on a appelée conduite aux abords du lieu de travail. Donc là, c'est un prestataire qui va venir sur votre site d'entreprise et qui va proposer une session en ville en fait. Donc il va accompagner un petit groupe de vos collaborateurs en ville pour vous montrer un peu notamment les gestes pour se protéger de sécurité, etc. Vous avez aussi une formation très courte, là, d'1 heure de prise en main de vélo à assistance électrique. Donc là encore, ça a lieu sur le site de votre entreprise. Et enfin, une formation un peu plus théorique en salle, qui s'appelle Bonne pratique et code de la route. Et là, l'idée, c'est
de sensibiliser vos collaborateurs à la fois en tant que cycliste, mais aussi en tant qu'automobiliste au code de la route appliqué aux cyclistes. Ensuite, là, on a une troisième catégorie de services techniques. Donc là, 3 prestations. Une prestation de contrôle technique des vélos, une prestation de réparation des vélos des salariés, et enfin, quelque chose peut-être un peu plus ludique. L'idée, c'est de faire des ateliers mécaniques participatifs. Donc, le collaborateur répare lui-même son vélo avec l'assistance d'un mécanicien formé. Enfin, et là c'est peut-être ce qui est un peu inédit, c'est inédit dans le sens où c'est pas proposé par d'autres programmes C2E. On va vous proposer également des prestations d'accompagnement et de conseil. Et là, ça fait directement écho au contexte réglementaire qu'a présenté Timothée, puisqu'il s'agit notamment de réaliser des diagnostics mobilité ou des plans d'action pro vélo. Donc ça s'inscrit en partie dans le périmètre du plan de mobilité employeur. Je dis bien en partie parce que le plan de mobilité employeur, genre Timothée confirmera, mais a priori, il s'adresse à tous les types de mobilité. Nous, on va financer que la partie vélo, on va dire, du plan de mobilité employeur. Donc voilà, il y a une prestation de diagnostic mobilité axée sur le vélo, une prestation qui vise également à former le référent vélo dans l'entreprise, donc un peu le pilote de la politique vélo de l'entreprise. Également une prestation donc, de plan d'action pro vélo, et enfin vous pourrez aussi solliciter des conseillers pour vous préparer à la labellisation, c'est-à-dire réaliser un audit à blanc. Pour finir, je vais vous présenter 2 exemples. Alors, je ne vais pas vous présenter globalement toute la politique vélo d'entreprise, mais plutôt 2 exemples d'actions que je trouvais intéressantes à mettre en œuvre dans des contextes assez particuliers. Donc là, ces 2 exemples, en fait, ils sont tirés de l'expérimentation qu'on avait menée, que la FUB a menée en partenariat avec Ecodev, donc au début de l'année 2021, expérimentation qui visait à tester les critères du référentiel du label employeur pro vélo. Donc je tiens à préciser que dans les 2 exemples, on est quand même déjà sur des entreprises qui proposaient un certain nombre de services vélo qui étaient quand même très moteurs et qui proposaient notamment une offre de stationnement vélo plutôt bonne, et également le forfait mobilité durable. Le premier exemple, c'est un industriel marseillais qui est vraiment situé dans le centre-ville de Marseille, qui a mis en place en fait un programme de prévention d'accidents vélo particulièrement complet, parce qu'il comprenait en fait plusieurs types de formation, on va dire de sensibilisation à la thématique de la sécurité à vélo, avec un e-learning. Également, il conditionnait en fait le versement du forfait mobilité durable à la signature d'une charte de respect, on va dire, de gestes de sécurité à vélo. Il alliait ça également avec des ateliers de réparation à vélo, parce que pour minimiser le risque, pour minimiser le risque d'accident à vélo, il faut que le vélo soit entretenu régulièrement. Et enfin, il proposait également des séances de coaching personnalisées, donc c'est-à-dire des séances qui visaient à encourager des primo-cyclistes à réaliser, en fait, l'idée c'est d'accompagner ces primo-cyclistes dans leur premier trajet à vélo. Et le résultat, c'est qu'avec ce programme assez ambitieux, l'entreprise atteignait une part modale du vélo de près de 14%, alors que l'environnement marseillais, bon, je pense que vous le connaissez, il est très défavorable. Ça a été notamment montré par le baromètre des villes cyclables en 2019, et on est sur une part modale qui est très 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 faible à Marseille, entre 1 et 2%. Donc la part modale de cette entreprise est plus de 10 fois supérieure à la part modale locale. L'exemple 2, c'est là, on va dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc là, c'est un employeur public qui mène depuis près d'une dizaine d'années une politique vélo assez efficace, parce que déjà en 2007, ils avaient 8% de part modale, et ils ont cherché à doper cette part modale à la sortie du déconfinement en proposant quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est les flottes de vélos personnels à usage professionnel,
terme un peu barbare pour dire globalement un vélo de fonction. Donc ils ont commencé par proposer 100 VAE, donc donc c'était en mai 2020, et ils ont rencontré en fait un succès assez fou, puisque les 100 vélos sont partis quasiment tout de suite, et ils ont commandé depuis 50 nouveaux VAE qui ont également été pris. Et alors, c'est encore une fois, hein, ça se fait. Il suffit pas seulement, peut-être en guise de conclusion, j'aimerais dire qu'il suffit pas seulement de proposer ces services. Un des gros axes qui est important à mettre en place pour que ça marche, pour que ça fonctionne, c'est d'allier ça avec des campagnes de communication. Et là, dans ce cas-là, ils avaient repris un peu notamment les messages de la FUB, hein, et ils avaient axé la campagne de communication sur le vélo geste barrière. Voilà, donc notamment avec ce contexte parisien de transports en commun qui sont généralement très denses. Voilà, et je vais m'arrêter là. Eh ben, super. Avant de te faire intervenir, Vianney, on va peut-être répondre déjà à quelques questions qui sont posées. Moi, j'en ai une de questions déjà pour recentrer. Je suis monsieur loyal, je suis un peu candide dans cette histoire. Ecodev, ça éclaire, ça conseille, et la FUB, ça accompagne. On est d'accord? C'est comme ça qu'il faut un petit peu... Si on avait à résumer ça en banalisant la chose. Je me permets, puisque du coup, on est cité en premier. Non, alors nous, Ecodev, on se positionne comme un cabinet de conseil, mais aussi un cabinet enfin, comme une boussole, en fait, pour aider les employeurs à objectiver et à traiter ces sujets RSE, développement durable, ou là, en l'occurrence, de mobilité durable, voilà, de manière assez tangible, avec des prismes qui sont environnementaux, sociaux. Donc, en gros, sur un sujet comme un employeur qui doit déployer une politique vélo, on va récupérer des données pour objectiver le potentiel, les limites au développement, typiquement rupture de pistes cyclables, problématiques liées aux infrastructures, etc. Et on va aussi préconiser un certain nombre d'enjeux, enfin de solutions à des enjeux qui sont aussi bien des sujets comportementaux. Mettre des gens sur des vélos, c'est pas uniquement prendre un corps et le mettre sur un deux roues, c'est aussi le former, l'accompagner. Il y a un sujet légal, il y a un sujet fiscal, il y a un sujet de dédommagement, il y a un sujet, enfin voilà, matériel, entretien, enfin voilà, vous comprenez que c'est un sujet. Et donc notre métier, c'est d'être le plus large possible sur ces sujets et d'intégrer d'ailleurs le vélo dans une politique mobilité plus large qui intégrerait d'autres incitations, sachant qu'aujourd'hui quand même, par exemple, si on prend le sujet du forfait mobilité durable, on voit bien que pour avoir porté un baromètre pour le ministère sur le sujet, aujourd'hui plus de 90% des usages du forfait mobilité durable vont en faveur du vélo. Donc le vélo est vraiment la locomotive de ces sujets depuis plusieurs mois. Voilà. Donc nous, notre métier, c'est de faire du conseil, d'objectiver et de mettre sur les bons rails, si je simplifie. Et on travaille main dans la main avec plein de partenaires qui nous paraissent efficaces après parce qu'ils ont du savoir qu'on n'a pas ou des outils et des moyens qu'ils n'ont pas. Et c'est là où, sur le vélo, la FUB prend souvent le relais. Ouais, super. On peut peut-être, Olivier, tu peux peut-être m'aider pour les questions, Louis ou Timothée, si vous envoyez quelques-unes. Moi, j'en ai vu une sur la différence entre le privé et le public. Alors, la question là sur la LOM concerne tout le monde, territoire, agents, fonction publique, privée, etc. Là, j'ai fait un zoom sur le privé parce qu'effectivement, les ambitions dans le public étaient soit c'était obligatoire, mais avec des montants moins intéressants sur les dédommagements. Mais c'est sur les deux publics privés, avec des petites nuances. Et si on commençait à rentrer dans le détail, ça aurait pas été 10 minutes, mais 1 heure. Donc voilà pourquoi mes coordonnées. Bon, top. Il y avait aussi une autre question qui concernait l'obligation pour l'employeur de mettre en place le forfait mobilité IKV. Donc, il y a cette question-là. Alors, pour le secteur privé, il y a certaines... c'est complètement facultatif et optionnel. Comme ça clôt le débat. C'est volontaire, même si l'État, dans son texte de loi, avait rédigé une petite ligne qui disait qu'au bout de 18 mois après son déploiement, on allait pouvoir ou pas objectiver la réussite et donc mettre en place des décrets ou des ordonnances pour le rendre obligatoire. Nous, on suit ce sujet de près et on aura des résultats d'ici 6 mois, 8 mois. Enfin, donc, ils ont pris du retard. Donc, peut-être que ça deviendra obligatoire, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est que obligatoire pour certains employeurs publics, mais avec des montants beaucoup moins élevés, donc moins incitatifs. Ça a été cité là, 200 € en l'occurrence pour les agents de l'État.
Olivier, tu as vu une question qui... Non. Bah, il y en avait une, mais j'ai déjà répondu sur le chat autour de Decathlon. Non, je crois qu'on n'a pas passé les critères et c'est Louis qui a déjà répondu aussi. Voilà. Parce que moi, concrètement, je suis salarié d'une entreprise de plus de 50 salariés. J'ai envie et j'aimerais être aidé un petit peu. Je vais voir mon patron, je lui fais... j'ai vu un super webinar sur le sujet. Je vais te mettre en relation avec Ecodev et avec la FUB parce que je pense qu'il y a quelque chose. Ce patron, il n'a peut-être pas le temps d'écouter son salarié, même s'il y a des réunions en CSE. Quels seraient les conseils qu'on pourrait donner pour pouvoir intervenir? Est-ce que vous pouvez l'accompagner là-dessus? Oui, alors c'est ce qui commence à arriver, c'est-à-dire que alors c'est 50 salariés avec un délégué du personnel, donc un représentant du personnel, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures. Donc bon, si on a un délégué du personnel, c'est lui qui va aller mensuellement et annuellement rencontrer le DRH ou la représentante du personnel pour parler de tous les sujets, pouvoir d'achat, qualité de vie au travail, confort au cadre, égalité homme-femme, enfin voilà, tous les sujets légaux dans les entreprises. Et donc tous les ans, il y a un thème qualité de vie au travail qui est obligé d'être traité, qui intègre des sujets comme le télétravail, l'ergonomie du poste de travail, ce genre de choses, et le sujet de la mobilité. Donc ils sont obligés de le mettre à l'ordre du jour. Après, en fonction des compétences et des situations, on constate aujourd'hui qu'il y a une disparité et qu'il n'y a pas un cadre structurant très abouti. Donc c'est là où en fait, en fonction du climat social, soit le salarié dit mon employeur il est très mauvais, faut qu'il fasse plus. Achetez-nous des vélos de fonction chez Decathlon ou chez d'autres. Mais voilà, c'est soit ça, soit on trouve un équilibre. Et c'est ce qui se passe dans quand même une grande partie des relations. On sait que là-dessus, on pourrait avancer. Et c'est là où nous, on peut avoir en amont ou en aval un intérêt, c'est de dire, bon, bah, quel est le potentiel, quel est l'intérêt où est-ce qu'on positionne le curseur sur le sujet du vélo, par exemple, et avec de la donnée un peu tangible. Et c'est là où finalement, aujourd'hui, que ça soit côté DRH ou direction ou représentant du personnel, on essaie d'amener via quelques études des données pour arriver à objectiver encore une fois ce qui pourrait être un bon accord. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde valorise ses actions, tout le monde est plus vertueux aujourd'hui qu'avant le Covid. Mais on a, je prends un chiffre, 17% de trafic routier en plus aujourd'hui au niveau national. Alors qu'autour de vous, je pense que vous avez que des confrères, des amis ou des voisins qui vous disent qu'ils font plus de vélo et qu'ils sont plus vertueux. Mais voilà, au niveau national, on a 17% de trafic en plus et des gens qui sont en voiture seuls. Donc on voit que voilà, c'est comment on objective ce sujet où tout le monde est plus vertueux, mais au final, on voit que dans les faits, bon, ça c'est pas si simple. Voilà. Et une dernière question, moins de 50 salariés, je fais comment? C'est une démarche volontaire. Alors c'est pas parce qu'on est moins de salariés qu'on n'a pas un représentant du personnel qui peut échanger au-delà de 11, c'est obligatoire maintenant. Donc c'est en dessous de 11. Alors là, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend du dirigeant. Au-dessus de 11, il y a un cadre qui est pas obligatoire mais qui existe. Après, je pense que l'argument de l'obligation légale, elle est intéressante dans des très très grosses boîtes quand il y a des inerties assez folles. Sur de la PME, je pense que c'est du bon sens aujourd'hui que de dire une voiture de fonction, ça coûtera beaucoup plus cher qu'un vélo de fonction, qu'un cycliste est plus ponctuel, plus efficace. Enfin, après, il y a plein de bonnes raisons qui font qu'aujourd'hui, les dirigeants comprennent bien que il y a aucun intérêt à freiner l'essor du vélo au quotidien. Et je vous passe les détails pour la sécurité ou autre. On pourra les traiter par la suite. Mais voilà, tous ces arguments sont des faux arguments aujourd'hui. Ouais, mais il y a une question qui est montée là-dessus sur la sécurité. Ouais. Qu'est-ce que je réponds à mon patron qui me dit bah ouais, il y a des accidents? Alors oui, il y a des accidents, clairement, mais il y a des accidents à pied, il y a des accidents en transport en commun, il y a des accidents en voiture. Donc en fait, après, ce qu'il faut objectiver, c'est quelle est la part d'accidents par rapport aux pratiques, aux usages et quels sont les bénéfices associés, quoi. C'est un peu comme le sujet du vaccin, quel est le bénéfice et quel est le risque. Donc oui, il y a des risques et oui, il y a des accidents. Par contre, quand vous regardez, on a fait un webinaire avec la sécurité routière il y a quelques mois qui objective ce point-là. Aujourd'hui, vous avez quand même plus de risques d'avoir des vrais accidents dangereux à pied qu'en vélo, en fait. Et puis, on mélange un peu tout dans l'accidentologie. On mélange l'accidentologie des pratiques loisirs, qui représentent 80% des décès, si je me trompe pas, dans l'ordre de grandeur, que la mortalité des trajets domicile-travail, à peu près 20%. Et en fonction des pratiques et des pratiquants,
et des territoires, c'est complètement différent. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans une mutation où vous avez beaucoup de gens qui se mettent à faire du vélo, qui n'ont ni les formations, ni les bons outils, ni les compétences. Et il y a un espace public qui est compliqué parce qu'il est très contraint dans les grosses agglomérations. Donc oui, clairement, on est dans une zone de turbulence. Après, faut pas se tromper. Ce qui est dangereux, c'est plutôt la voiture qui percute le cycliste que le cycliste qui percute un mur, quoi. Moi, je connais aucun cycliste qui s'est tué tout seul en se plantant dans un platane. Voilà. Malheureusement, je connais quelques cas de gens en voiture. Voilà. Donc, ne déportons pas le problème. Je pense que le vélo n'est pas dangereux. C'est plutôt la cohabitation avec l'espace public et les autres. Après, oui, il y a le cas sur 1 million où un cycliste percute un piéton. Il peut avoir un décès. Oui, ça arrive, quoi. Mais en fait, est-ce que c'est pour autant qu'il faut se dire que c'est le vélo? Non, c'est probablement je prends les derniers cas, c'est des gens qui ont fait un apéro, qui sortent un peu tout fous, qui n'ont pas fait de vélo depuis 6 mois et qui prennent le vélo en libre service en bas de la rue. Enfin vous voyez, et plus il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents. Donc en fait, plus la dynamique sur la route est positive pour les cyclistes, plus il y a d'infrastructures et moins il y a d'accidents. Donc voilà. Et puis je vous parle pas des co-bénéfices sur la qualité de l'air. 3e cause de mortalité après le tabac et l'alcool, qui minimise quand on fait du vélo, qu'on accentue en faisant la voiture, etc. Louis, une question pour toi sur les paramètres et les critères pour être labellisé. Alors, c'est Alexandre qui avait posé cette question. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, j'ai essayé d'y répondre en envoyant le détail des critères qui est présenté en fait dans un référentiel de critères du label employeur pour vélo. Donc, c'est, je l'ai, comment dire, j'ai cité très rapidement, mais c'est un référentiel qui a été élaboré sur la base notamment d'une expérimentation, d'une première version bêta test du référentiel. Donc, on avait expérimenté ça auprès d'une quarantaine d'entreprises. Donc ces critères sont issus notamment sur le résultat de longs mois de travail menés avec Ecodev en particulier. Voilà, donc il y a, pour le présenter en 2 mots, il y a 46 critères. On a 8 critères obligatoires. Donc c'est-à-dire que si vous voulez avoir le label, il faut remplir ces critères. Et après, on a 38 critères facultatifs. Chaque critère facultatif est pondéré. Et on a 3 niveaux de labellisation, donc bronze, argent et or. Et pour avoir un niveau bronze, il faut avoir 25% du total théorique de points. Pour avoir un niveau argent, c'est 50% et or, 75%. Voilà, en quelques mots. Bon, super. Vianney, tu nous présentes un petit peu. Vas-y, Olivier, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste faire, tu vois, amener Vianney là, parce que pour qu'il nous raconte un peu ce qui se passe. Ah bah tu vois, les grands esprits, Olivier. Parfait, alors, à mon tour. Merci beaucoup Louis pour cette présentation du label qui est très intéressante. Alors moi je vais vous parler, allez j'ai 5 minutes, je vais essayer d'être très rapide pour dire un petit peu comment on accompagne chez nous, chez Decathlon, le vélo taf, notamment avec le dispositif du forfait mobilité durable qu'on vient présenter tout à l'heure. Pour faire un petit peu d'historique, bon, déjà le sport et le vélo notamment sont partis vraiment des gènes de Decathlon. Vous avez peut-être déjà vu cette pub pour ceux qui sont nés dans les années 70-80 de Tarzan à vélo. On a dès l'année 2017 mis en place chez Decathlon les indemnités kilométriques vélo. Donc il était tout naturel quand le forfait mobilité durable est arrivé de le mettre en place. Notamment donc en passant d'un montant des IKV de 200 à un montant du FMD à 300. Et en nous rend sur bien plus d'usages. Aussi pour nous, c'était d'offrir le FMD, c'était aussi un moyen d'être exemplaire. On a envie en fait de diminuer l'impact environnemental de Decathlon. Pour ça, on veut mettre le plus de monde possible donc sur des vélos, et donc il était normal qu'on commence par le faire chez nous. Alors, on a travaillé sur le FMD, donc sur le forfait mobilité durable, dès les NAO de janvier 2020. Les NAO, c'est les négociations annuelles obligatoires, pardon. Et ensuite, on a mis donc le forfait mobilité durable avec un montant de 300 € dès le mois d'octobre, avec une rétroactivité au mois de mai, date du décret. Et puis cette année, donc en juillet, on a revu le montant à 500 €. On a une petite équipe composée donc du responsable de développement durable, de quelqu'un des RH, on a un juriste social, responsable P pour faire tout le lien entre FMD et remboursement des notes de frais.
Donc, toutes ces équipes qui nous réunissons régulièrement pour parler du FMD. Ensuite, donc dès 2020, on a fait beaucoup de communication. Pas assez parce que on n'a pas encore un taux de bénéficiaires de FMD qui atteint nos attentes, mais on a fait beaucoup de communication, notamment via des newsletters, des affichages en magasin, etc. Pour vous décrire un petit peu le FMD tel qu'on l'a mis en place, donc, le FMD, c'est un montant pour nous de 500 € maximum par an par collaboratrice collaborateur, qui inclut donc les usages que vous voyez sur l'écran. C'est en premier lieu évidemment le vélo, avec un remboursement comme les IKV de 25 centimes d'euros par kilomètre parcouru pour du vélo taf, donc domicile-travail, mais aussi remboursement de frais de réparation et d'entretien du vélo, que ce soit chez Decathlon ou chez un autre réparateur d'ailleurs, et l'achat d'accessoires, donc tous les accessoires qui permettent de faire la bascule de l'autosolisme à prendre sa voiture tous les matins tout seul dans les bouchons sur la rocade, à se mettre sur un vélo. Donc, c'est des accessoires type casque, anti-vol, lumière, pieds détachés, etc. Tout de quoi se mettre en sécurité sur un vélo. Mais il y a aussi d'autres usages, c'est peut-être moins le sujet d'aujourd'hui, tels que le covoiturage, le transport en commun à l'unité ou les services de location de vélos, de trottinettes, tels Vécu, Vélib ou Vélib. Alors, chez nous, le FMD, c'est un dispositif qui est en place, mais qui suit vraiment une démarche très évolutive. Comme on vous l'a dit, on avait donc un FMD à 300, on l'a passé à 500. Maintenant, ce qu'on a envie de faire pour les prochaines étapes, c'est rajouter encore davantage d'usages. Je vous ai parlé tout à l'heure du covoiturage. Aujourd'hui, on ne rembourse que le covoiturage via des plateformes de covoiturage type Blablabla. Demain, c'est fin de cette année, on va mettre en place une indemnité kilométrique covoiturage qui sera au même titre que l'IKV, un remboursement au kilomètre parcouru. On va, dès que la loi nous l'autorisera, dès janvier 2022, mettre en place une indemnité kilométrique trottinette, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs qui nous disent venir en trottinette, donc pouvoir se faire rembourser des IK, donc des indemnités kilométriques trottinettes. Et puis, on considère aussi l'achat de vélos. Aujourd'hui, seulement les accessoires sont pris en charge. On a aussi envie de simplifier le process de notes de frais, parce qu'aujourd'hui, on est sur un système de notes de frais. On fait une déclaration dans un outil RH lié à notre outil de paye, et on reçoit l'argent du FMD selon le montant remboursé tous les fins de mois, au même moment que la paye. On a aussi identifié le besoin de former nos équipes à la parce qu'on les met sur des vélos, donc il faut qu'en toute responsabilité, ils soient donc en toute sécurité sur leur vélo. Donc on pense à une formation de sécurité. On a aussi une démarche qui est entreprise depuis de nombreuses années d'équiper nos sites pour accueillir, pour bien accompagner les vélos taffeurs. Donc c'est des abris, des bornes électriques pour recharger les DAE, des douches. Et on a aussi donc besoin de encore plus communiquer, multiplier les interventions dans nos magasins partout en France pour faire connaître cet avantage social qui n'est pas encore assez connu. On a environ un taux de bénéficiaires de 5% de nos équipes, c'est pas assez. On s'anime sur un objectif de 10% cette année, et bien plus encore l'année prochaine. Et on est à combien pour l'instant, Vianney ? On est aux alentours de 5%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a que 5% de collaborateurs qui sont en mobilité douce. Ça veut dire que beaucoup le sont déjà, mais n'ont pas encore fait de notes de frais sur le FMD, donc ne sont pas encore identifiables comme tels. Donc, on prévoit bien donc, de simplifier le process de notes de frais donc, pour que ça soit facile en 3 clics, de pouvoir déclarer notamment du vélo, du covoiturage, etc. et de se faire rembourser fin du mois. Dès qu'on aura communiqué sur ce nouveau process de notes de frais, on attend sur les 2 derniers mois de l'année, un nombre important de bénéficiaires qui se font enfin rembourser ces notes de frais. Alors, merci Louis, merci Timothée pour toutes ces réponses. Je vois en direct, là, vous répondez à chaque fois à des questions un peu techniques, c'est top. Peut-être, Nicolas, pardon, mais effectivement, la Vianney, ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective les chiffres nationaux, parce qu'on dit 5%, mais en fait, à l'échelle de la France, on est à 3%. Et il y a une disparité en fonction des territoires. Et du coup, il y a un plan national aussi qui est objectif d'arriver à 9% et à 12% à horizon 2024-2030. Voilà, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que le vélo, pas que le vélo, je précise, c'est le vélo, oui. Exactement. Oui. J'ai bien compris, mais voilà, ce que je veux mettre en avant, c'est que c'est intéressant de comparer à des chiffres un peu globaux et aussi aux plans nationaux, parce qu'il y a des plans nationaux aujourd'hui
pour nous permettre de faire notre transition écologique, où on est censé avoir une neutralité carbone en 2050. On est très très loin. Et quand on regarde les courbes, c'est bien déjà de les regarder pour voir quelles sont les ambitions et essayer d'appliquer à soi-même pour se dire que on aurait une part, on va dire, pour contribuer à ces stratégies. Voilà. Mais c'est vrai que moi, Vianney, je viens au boulot en vélo de temps en temps, pas tout le temps, et je ne fais pas de note de frais parce que j'estime que c'est mon petit geste de colibri pour la planète. Et je me rends compte que finalement, c'est presque bête parce que ça diminue le taux, le pourcentage, etc. Et bon. Oui, c'est un avantage que moi je t'invite justement à le faire, à demander cet avantage et à en parler au maximum autour de toi. Pour convertir, pour certaines personnes, ça va être une vraie motivation, clairement. 500 € par an, ça fait un sacré enveloppe à la fin de l'année. Olivier, toi, qu'est-ce que tu peux apporter dans ce débat, dans ton métier, etc. Moi, déjà, je voulais dire merci à Vianney, parce qu'à travers tout ce qu'il fait, moi, je profite des IKV et puis du FMD. Donc, merci l'ami pour ça, et merci de simplifier. Et je le fais connaître. Nous, Decathlon Pro, on propose bien sûr aux employeurs, administrations, entreprises, des flottes de vélos, et notamment des flottes de vélos électriques. On l'a parlé dans l'exemple de Louis tout à l'heure. Donc, on propose ça. Mais en point d'attention qui est le mien, qui est le nôtre, et puis qui fait écho à ce qui a été dit, c'est la sécurité du cycliste et la sécurité du vélo. Et pour ça, on propose du stationnement, que ce soit des arceaux, des stations de gonflage, des abris, des kits. Parce que là, si vous faites du vélo actuellement, on commence à avoir c'est un peu plus sombre le matin et le soir, donc des kits pour pratiquer le vélo en toute sécurité. Un élément essentiel pour la sécurité, que ce soit les casques, les ponchos, etc. Je connais des employeurs qui dotent leurs collaborateurs de ça. Et d'ici quelques jours, on va proposer des cartes entretien pour le vélo, pour pouvoir faire entretenir son vélo facilement dans les ateliers Decathlon. Moi je me dis tiens, pourquoi pas un jour remplacer toutes les cartes essence distribuées par les employeurs par des cartes entretien vélo. Voilà, donc c'est une manière assez simple de donner un coup de pouce au vélo et de s'assurer qu'on a que tous les collaborateurs aient des vélos en bon état. Voilà. Et en parallèle de ça, on échange et on travaille avec pas mal de partenaires pour pouvoir proposer en 2022 plein de nouveaux services. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Votre rêve en 2030, ça serait quoi? Allez, chacun son tour, là. Si je commence et que je dis que c'est d'arriver à une neutralité carbone, est-ce que vous me croyez? Non, mais d'arriver le plus près disons que le pourcentage de vélotaffeurs dépasse le pourcentage d'autosolistes. Allez, Olivier, ton rêve. Mon rêve, moi j'allais reprendre ma réalité du matin là, dont je parlais tout à l'heure, et donc moi je dirais mon rêve, ma réalité du matin qui est d'accompagner mon petit bonhomme et ensuite de venir bosser, tu vois, c'est que demain tous les parents soient en confiance pour laisser leur enfant et plus qu'en confiance, heureux, contents de laisser leur enfant en primaire et surtout au collège partir à vélo. Voilà, et que eux-mêmes derrière puissent poursuivre à vélo jusqu'au boulot ou faire leurs courses ou etc. Voilà, c'est pas évident déjà aujourd'hui pour laisser nos enfants, nos ados partir au collège à vélo en ville et surtout en périurbain. Donc je crois que si en 2030 on arrive à ça, y aura un bon bout de chemin qui sera fait et on construira par là le futur. Louis, ton rêve à toi? Alors moi j'allais reprendre un peu l'image d'Olivier. C'est généralement un argument, c'est une image qu'on aime bien à la FUB, et c'est un peu comme ça aussi qu'on juge la qualité des infrastructures cyclables. Si sur ces infrastructures vous voyez des enfants et des personnes âgées, si vous pouvez vous dire quand même qu'elles ont été bien faites, bien pensées, et que vous êtes dans un environnement, on va dire, pro-vélo. Et si je devais compléter aussi, pour compléter un peu l'image d'Olivier, en 2030, moi j'aimerais que
je sais pas, le vélo, ça soit un réflexe en fait, un peu comme quand on va au travail, on met ses chaussures, on va marcher, on a ses chaussures, on se pose même plus la question, et que le vélo, ce soit pareil pour les déplacements courts. Je parle bien déplacements avant tout peut-être de moins de 5 km, pas pour partir en vacances, mais voilà, on utilise le vélo assez simplement pour faire ses courses, pour aller au travail, pour aller juste se balader, pour prendre l'air. Donc vraiment le côté vélo réflexe. Super. Timothée? Moi, j'en ai plein des rêves. Je vais vous en sortir un, mais si je vous dis que je rêverais d'aller avec un vélo à hydrogène sur Mars, vous y croyez ou pas? Non, mais blague à part, je pense que l'inversion des tendances par modal, par voiture cycliste est un bel objectif. Et donc, du coup, si je le matérialise sur quelque chose en termes d'infrastructure, je me dis si on pouvait inverser le taux d'espace public consacré à l'automobile et le remplacer par parce que 30 à 50% de l'espace public dans les agglomérations est dédié à la route automobile. Donc si on pouvait avoir ces 30 à 50% plutôt dédiés aux cyclistes et ou éventuellement aux piétons, et que la partie piétons et ou cyclistes actuelle soit dédiée aux voitures, ça serait assez intéressant. Eh ben super. Moi, j'ai pas de rêve, donc je vais pas vous présenter le mien, ouais. Non, moi, mon rêve, c'est bien sûr d'avoir un environnement plus vert pour nos gamins dans le futur. Et un rêve aussi, ça serait de voir tous ces vélos qui dorment dans nos garages ressortir, parce que ça, il ne faut pas le négliger. Il y a quand même je crois que c'est 2-3 millions de vélos qui sont dans les garages et dans les caves et qui servent à rien. Et je trouve ça dommage. Mais bon, il faut que ça avance. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. J'en vois une sur la part modale, 5% de mémoire, Timothée, c'est 3% au niveau national. Et les 5%, c'était là le cas de Decathlon, Vianney par rapport au FMD, mais le chiffre, c'est 3. Après Covid, là, on doit être à 3,5. Je ne sais pas si Louis, tu as des chiffres plus fiables, mais je crois qu'on est à 3,5 là maintenant. Ouais, alors les 3,5, c'est en fait le chiffre là, visiblement de la part modale, ça vient d'une enquête dont j'ai oublié le nom, mais qui est faite tous les 10 ans, et la dernière enquête a été mise à jour en 2019. Donc après, il faut prendre en compte là, la part des domiciles travail, des trajets domicile-travail à vélo qui est réalisé plus souvent. Et là, oui, on est entre 3 et 4 a priori. Je confirme. Mais en tout cas, en hausse, on n'a pas de données tangibles, on va dire, sur la part modale, mais il y a un observatoire du vélo et des confinements là, qui est mené par l'association Vélo et Territoire, et qui montre une progression de près de 30% des passages vélo sur tous les compteurs qui sont dans les villes. Donc c'est réel aujourd'hui, il y a une vraie progression de l'usage du vélo, à la fois dans les centres-villes, mais également dans les territoires ruraux. La progression est un peu plus faible, mais elle est quand même nette par rapport aux années précédentes. Il y avait une autre question, enfin non pas, qui était une remarque de Cyril, je crois, peut-être pour toi, Vianney, par rapport à Decat, et comment dans nos magasins on accueille un peu mieux les cyclistes, parce que tu mènes toute une politique là-dessus. Des abris, évidemment, des abris sécurisés autant que possible. Donc, nous, chez Decathlon, on lance des plans de mobilité pour identifier les freins, et on commence par faire un diagnostic en envoyant un questionnaire à nos clients encartés et à nos collaborateurs, évidemment. Et voilà. Et quand on en voit le besoin, on installe des abris. Donc Cyril, n'hésitez pas voilà, sur le cas particulier. Moi, je connais pas le magasin d'Orléans Sud, mais 8 places uniquement. N'hésitez pas aussi à en parler directement au magasin. Pour la petite anecdote, moi j'ai fait un imprime-écran et puis j'ai gardé l'imprime-écran pour l'envoyer au directeur directement pour le sensibiliser. Super. Très bien. Merci. Et merci la FUB, merci Louis. Merci Ecodev, merci beaucoup Timothée, Vianney, au top. Merci Olivier de m'avoir invité. Comme toujours, le mot de la fin, il y a une histoire drôle. Donc j'ai une histoire drôle pour toi Olivier. Comment on appelle un oiseau qui se gratte qu'à moitié? Je crois que ma fille de 10 ans me l'a dit, mais j'ai oublié. Vas-y, tu vas me le dire. C'est un oiseau migrateur. Voilà, ça c'était pour la petite histoire drôle. Et on conclut également par la journée nationale. Et aujourd'hui, c'est la journée nationale de la sécurité routière. Donc, ça tombe bien.
Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous plein de belles choses. Bonne fin de journée. Olivier, tu envoies les docs demain. Tu l'as promis. Il y a des témoins. Tu es enregistré, tu es filmé là. Carrément. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à chacun. Salut. Merci. Salut, merci.